Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Business Lunch du mois d'avril. On va parler, c'est le printemps, on va parler durabilité et transition écologique pour les entreprises dans le cadre de la dégradation précoce du vortex polaire. On l'a appris la semaine dernière, qui est la cause des sécheresses depuis le mois de janvier. C'est quoi l'impact de ce changement climatique, l'impact, voire les impacts sur les entreprises, comment lutter, quelles actions à mener. On va essayer de vous donner des pistes de solutions, peut-être aussi vous éclairer sur un certain nombre d'obligations ou de choses à faire dans le cadre de votre business. Et on va le faire avec mes deux invités. Laura Moretti, vous êtes conseillère d'entreprise spécialisée en économie circulaire au bureau économique de la province de Namur, au BEP. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à mes côtés, Olivier Caplin, vous êtes responsable de la cellule environnement chez Act for Wallonia. Act for Wallonia, nouveau nom de la fusion entre l'Union Wallonne des entreprises, l'UWE, et les différentes CCI wallonnes. Bonjour Olivier Caplin et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, changement climatique, c'est une réalité pour monsieur et madame tout le monde. C'est aussi une réalité pour les entreprises. C'est une première question. Les constats de ces entreprises, est-ce qu'il y a une réalité vécue, factuelle? On parle peut-être de prix de fourniture ou d'énergie qui seraient en hausse, pour avoir même un impact sur le business, un positionnement peut-être aussi des clients. On pense aux clients particuliers qui ont peut-être parfois plus envie d'aller vers une entreprise qui bat pavillon vert et qui en tout cas montre un impact et un engagement sociétal. Olivier Caplin, dans les dossiers que vous suivez, il y a déjà là maintenant des impacts visibles sur le business. Oui, je pense très clairement, vous l'avez dit, le coût de l'énergie, certainement, mais bien d'autres, l'impact aussi du climat. Vous parliez du vortex, alors moi je ne suis pas spécialiste du vortex, mais en tout cas, on sait que sur la région namuroise et la région liégeoise, il y a quelques années, il y a eu des inondations, mais ça a un impact concret sur les entreprises qui donc se posent des questions, s'interrogent sur leur chaîne d'approvisionnement, sur leur localisation, sur leurs fournisseurs, sur comment leurs travailleurs sont aussi impactés par ces changements climatiques. Donc je pense que c'est vraiment une réalité, elle baigne dedans, sans mauvais jeu de mots, dans cette réalité, dans tous ces changements, pas que climatiques, mais qui les impactent au quotidien. Oui, et on rappelle l'impact de la transition et de la durabilité au niveau des entreprises. Ça ne concerne pas, comme on pourrait peut-être parfois l'entendre, c'est vrai que c'est une thématique souvent mise en avant par les autorités, c'est pas que isoler un bâtiment, par exemple. Il y a une réflexion, on parlait des objectifs développement durable qui sont au nombre de 17 de l'ONU, qui ne concernent pas que l'environnement. Laura Moretti, là aussi, dans les dossiers que vous suivez, il y a déjà des impacts, ou en tout cas des conséquences de ce changement climatique. Oui, tout à fait. On parle des ressources en général, donc l'impact est sur toutes les ressources, donc les ressources naturelles, mais aussi les ressources d'une entreprise, son process de fabrication, les matières premières, la vie aussi des fournisseurs, le choix des fournisseurs, vous parlez de la vie des clients par rapport à une entreprise ou une autre, on commence à sentir aussi ce besoin de rechercher une entreprise un peu plus qui a du sens, qui a des valeurs liées à tous ces enjeux environnementaux aussi. Donc oui, il y a une évolution vraiment qui est globale et à tous les niveaux, je dirais. Parfois aussi même les fournisseurs ou les clients eux-mêmes, peut-être plus en B2B, qui eux-mêmes ont des obligations de travailler avec des entreprises qui ont engagé ou qui sont dans ce chemin-là. Donc j'imagine que là aussi, il y a parfois un peu d'urgence. Certaines entreprises découvrent qu'au niveau des marchés publics, par exemple, ils n'ont plus accès parce qu'il n'y a pas de démarche qui a été entreprise. Tout à fait. Donc là, il y a vraiment des changements assez radicaux à opérer et il faut un peu suivre tout ça pour rester au fait. Et en effet, il faut se mettre à jour et ça devient finalement des avantages concurrentiels par rapport à d'autres. Le fait d'être dans la norme par rapport aux nouvelles législations, oui, tout à fait. J'en profite pour accueillir aussi toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur LinkedIn. Vous n'hésitez évidemment pas à poser vos questions, à peut-être donner votre témoignage également. Je suis connecté avec les plateformes, donc on pourra aussi faire réagir forcément les invités en plateau. Est-ce qu'il y a des enjeux, Olivier Caplin, sectoriels ou en termes de taille d'entreprise? Est-ce qu'il y a des règles globales ou en tout cas des façons de faire globales ou pas du tout, une entreprise n'est pas l'autre? Il y a des grandes tendances, j'ai envie de dire. Donc effectivement, la réalité d'une grande entreprise n'est pas celle d'une PME, notamment parce que la réglementation, alors il commence à y avoir de la réglementation en matière de durabilité, on a entendu parler. On va en parler juste après, effectivement. Donc je n'embraye pas trop là-dessus, qui concerne plutôt les grandes entreprises. Et je rebondis sur ce que vous avez dit.
les petites font partie d'une chaîne de valeur, donc il y a des obligations parfois pour elles de satisfaire aux standards, en tout cas aux demandes de leurs clients, de leurs fournisseurs, sur base réglementaire, sur base volontaire. Parfois, c'est juste demander, est-ce que vous êtes aussi dans une démarche de durabilité? Oui, non. Parfois sur base simplement spontanée, volontaire, et c'est un avantage pour les entreprises qui sont déjà engagées dans la démarche. Après, effectivement, il y a des réalités différentes d'un secteur d'activité à l'autre, mais on rentre vite dans le pointu, dans le technique. Il y a aussi dans la durabilité l'aspect bien-être au travail, l'aspect guerre des talents. Et donc être dans des démarches de durabilité, ça peut aussi permettre de fidéliser, de recruter, de garder des talents et de faire en sorte qu'ils n'aillent pas dans une entreprise voisine ou dans une entreprise qui est un peu moins vertueuse. Les jeunes sont très... c'est générationnel aussi, on le sent bien dans les recrutements au niveau des jeunes collaborateurs. La quête de sens passe aussi par le fait de travailler, quel que soit le domaine et la taille de l'entreprise, de travailler dans une entreprise qui, de manière fondamentale et assumée, est engagé dans ce type de démarche. On le sent très fort pour l'instant, vous le confirmez? Oui, je vous confirme, c'est vraiment une demande. Alors justement, réglementation. Et je me permets et c'est un point sur lequel les entreprises sont attentives et pour elles, peut-être s'engager dans une démarche de durabilité, les fait de venir en tête de liste dans les choix des jeunes qui sont en demande d'emploi dans certains secteurs peut-être plus en pénurie. C'est un critère aussi de sélection pour ces jeunes qui ont envie d'aller dans une entreprise qui est dans les mêmes valeurs qu'eux. Oui, ça n'est plus le salaire, ça n'est plus les avantages extra-salaire. Plus que, mais c'est ça. Il y a d'autres critères. Il y a des critères qui peuvent venir effectivement devant. Alors, réglementation, on l'a évoqué. Alors, j'ai toute une liste d'acronymes ici. RSE, ESG, CSRD, c'est de l'anglais. SFDR aussi, Sustainable Finance Disclosure Regulations, plutôt pour les banques. Je vais pas tous les faire parce que je pense que d'ailleurs, peut-être je suis qu'à plein, mais je pense que vous ne les connaissez pas tous non plus. Ça concerne parfois des comptes ou en tout cas des entreprises dont la taille, donc ils ne sont pas installés en tout cas en province de Namur. Beaucoup de notions différentes. Basiquement, quelles sont les obligations pour une TPE, une PME en termes de durabilité? Quelles sont les choses à mettre en place de manière obligatoire là, aujourd'hui? Laura Moretti. On peut parler tout d'abord de l'impact sur l'environnement. Donc diminuer l'impact sur l'environnement, ça c'est clairement la ligne conductrice un petit peu de toutes ces nouvelles réglementations. Donc l'aspect environnement, l'aspect social et l'aspect gouvernance, finalement, c'est vraiment les trois piliers sur lesquels il faut travailler pour améliorer en continu ces aspects. Et concrètement, ça représente quoi? Donc là, vous parlez plutôt de l'ESG, donc environnement, social et gouvernance. Ça, c'est une obligation. Mais concrètement, ça se met comment en place dans une entreprise? Il y a des tableaux de bord, il y a un logiciel dans lequel il faut investir, une publication alors, il n'y a pas un outil donné, donc c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des mesures à prendre, il faut montrer qu'on agit, il faut prouver qu'on met des choses en place. On peut, par des organismes d'accompagnement tels que les nôtres, se faire aider pour justement structurer cette démarche. C'est vraiment ça l'idée. Et puis, il y a des grandes tendances à suivre, mais plus alors au niveau des grands comptes, comme vous le disiez, où là, il y a des documents concrets à remplir. Mais au niveau des PME, en tout cas, c'est plutôt une ligne conductrice et une structuration des démarches que l'on fait en faveur de l'environnement ou des différents aspects. Le minimum, c'est d'en avoir parlé en interne. C'est le minimum, c'est de pouvoir documenter quelque part, quelles que soient les actions, quelles que soient les démarches ou les réflexions, mais en tout cas d'avoir entamé ces réflexions. C'est ça. C'est de faire en tout cas un point sur aujourd'hui on en est où, ce qu'on fait, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui ne l'est pas, et déjà identifier ce qu'on peut faire de plus. Et puis finalement, l'objectif va être de comparer d'un état A à un état B et de voir comment on a évolué. Et c'est ça qui compte, c'est de montrer qu'on a avancé dans le temps. Ça concerne aussi les indépendants en personnes physiques, les indépendants seuls, les professions libérales, ce type de réflexion, ou ils sont quand même un peu à part Je dirais qu'ils sont un peu à part, mais néanmoins, ils sont concernés aussi indirectement parce que voilà, c'est une tendance à suivre aussi. Ils sont impactés s'ils ont des fournisseurs ou des clients regardants par rapport à ces aspects-là. Donc finalement, je pense qu'il faut suivre le train en marche aussi de la part de tout le monde. Fiscalement, on sait aussi qu'il y a des incitants, notamment pour les indépendants en termes
notamment d'investissement de voitures, l'électrique déductible, ce qui n'est plus le cas des moteurs thermiques. Même question, c'est quoi les obligations pour les plus grands comptes cette fois, quand on dépasse les 50, 60, 70 salariés? Il y a une différenciation, si j'entends bien quand même, en termes d'obligations, une profondeur d'obligations un peu différente. Je vais répondre à 2 de vos acronymes alors. D'accord. Donc, RSE, l'acronyme, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça, c'est une démarche volontaire d'une entreprise qui aurait envie de se lancer dans du développement durable. Après, on peut ensuite discuter de qu'est-ce que c'est concrètement le développement durable. Elle le fait sur une base volontaire. Elle s'engage dans une stratégie de durabilité, une stratégie RSE. À côté de ça, depuis quelques mois, quelques années, il y a eu la CSRD, donc je vous fais grâce de mon anglais, mais c'est une directive européenne qui oblige... Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est bien ça. Donc ça oblige certaines entreprises à réaliser un rapport de durabilité, donc un rapport extra-financier, comme on peut l'appeler. Cette directive a été revue début de cette année, en février. Et il s'applique à certaines très grosses entreprises. Enfin, s'appliquera, parce que c'est une directive qui doit être 2026, transposée c'est ça. À partir de 2026, qui doit être transposée encore dans tous les États membres de l'Union européenne, qui doit être transposée dans Corée Wallonne aussi. Mais ça prend effectivement souvent du temps. Ça va prendre un certain temps. Et à l'heure actuelle, de ce qu'on en sait, ça va concerner surtout les entreprises de plus de 1000 personnes qui vont être obligées de faire ce reporting extra-financier. Donc je lis aussi peut-être les PME cotées également seraient concernées. Oui, alors les critères ont un peu changé. Certaines vont être concernées, mais en gros, les entreprises concernées au départ ont été fortement réduites par la directive Omnibus, par le package Omnibus qui a revu cette directive. Et en fait, l'idée, c'est de faire un reporting de durabilité. Et donc, chaque grande entreprise va devoir montrer ce qu'elle fait en matière d'environnement, de social, de gouvernance, de différentes thématiques qui ne sont pas donc que de l'environnement. Et pour ce faire, elle va peut-être devoir contacter ses fournisseurs, les autres entreprises, pour leur demander que faites-vous de votre côté? Est-ce qu'on est aligné sur les mêmes valeurs? Et que fais-tu, toi, pour réduire tes émissions de CO2? Que fais-tu, toi, en matière de biodiversité ou en matière de bien-être au travail? Et donc, les petites structures, et donc en bout de chaîne, peut-être les indépendants, bien qui sont peut-être moins concernés dans un premier temps, vont en tout cas avoir, je ne vais pas dire l'obligation, c'est pas, enfin, en tout cas vont être sollicités, vont avoir des demandes de plus en plus fréquentes pour expliquer ce qu'ils font en matière de durabilité. Oui, donc in extenso, en tout cas de manière indirecte, ce CSRD, cette directive, va avoir des impacts inévitablement sur des TPE et des PME qui seraient des fournisseurs de ces grands comptes. Exact. Tout à fait. Exact. Après, il y a aussi moins de rentrer de manière volontaire dans ces reportings de durabilité, mais à voir ce que ça va donner sur le terrain, qui s'approprie vraiment, qui a vraiment envie de faire les choses, quoi. Est-ce que c'est un catalogue d'intentions ou est-ce qu'il y a derrière ça, de la part de l'Europe et forcément de manière un peu plus ciblée de la part des États ou des régions, des objectifs qui vont être fixés dans cette directive? Alors, la directive en tant que telle, son objectif, ce n'est pas uniquement le fait que les entreprises fassent des rapports de durabilité. Oui, c'est une fin en soi, mais je pense que ce qui est sous-jacent dans cette directive, c'est de se dire, pour faire le rapport de durabilité, vous allez devoir vous questionner sur vos activités. Qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Et vous allez devoir mettre en place des objectifs, des indicateurs, et montrer que ce que vous faites, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est un peu ça. C'est pas qu'un catalogue d'intentions. C'est pas juste produire un rapport pour un rapport. Oui, il y a un rapport obligatoire pour certaines, mais pour concevoir, pour amener de la matière dans ce rapport, il faut mettre en place quelque chose. Autrement, ça n'a pas de sens. C'est une coquille vide. Et ces rapports vont être vérifiés. Et je pense qu'il y a même également une sanction possible pour les entreprises concernées qui ne feraient pas leur devoir correctement. C'est logique. Quand il y a une obligation, généralement, il y a une sanction. Comment c'est pris par le secteur des grandes entreprises, ce genre de réglementation? On dit souvent, voilà, l'Europe régule effectivement, parfois régule très loin, très très loin. Enfin, on a évoqué le mois passé, et on en reparlera évidemment dans une prochaine émission, mais le AI Act, l'acte intelligence artificielle, qui va très 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 loin dans le détail. Comment c'est pris par le secteur? C'est contraignant ou quelque part ça répond quand même à un besoin ou à des attitudes? C'est un saut dans l'inconnu, j'ai envie de dire. On a organisé un colloque l'an dernier, en décembre, justement sur cette directive CSRD, pour informer, mettre en relation des entreprises qui sont confrontées à ces obligations. C'est un saut dans l'inconnu pour tout le monde, pour les entreprises de grande taille, pour les plus petites, pour les consultants en bureau d'études qui doivent accompagner, pour l'administration, pour tout le monde, pour les réviseurs d'entreprises qui sont concernés par la révision du rapport de durabilité. Donc c'est un peu le flou artistique où tout le monde se dit c'est important, on doit le faire. Il faut y consacrer des ressources, il faut y consacrer du temps si on veut faire bien les choses.
Et on ne sait pas trop vers où aller. Donc pour l'instant, la recherche, c'est surtout la recherche d'infos. Là, les premiers sont quand même, les premiers rapports de durabilité commencent à sortir. C'est surtout la recherche d'infos, la discussion avec des pairs PAIR pour voir comment as-tu fait, quelles sont tes réalités, comment tu as pu répondre à cette obligation. Donc il y a un grand questionnement, foisonnement de multiples acteurs et même de la région de manière générale. Oui, qui va être aussi itératif, j'imagine, en fonction de l'évolution des concrètes des textes. On sait vers quoi on veut aller, mais il faut maintenant avoir le côté pragmatique de dire OK, ça c'est l'objectif, mais comment fait-on en pratique pour rédiger ce rapport, sous quelle forme, quelles données, et tout le monde avance en même temps, quoi, à ce niveau-là. On en a conscience de cet impact potentiel au niveau des TPE et PME, de cette obligation européenne qui va donc devoir être forcément déclinée au niveau belge et au niveau wallon. On en a déjà conscience. Vous avez des témoignages ou des exemples d'entreprises, sans les citer pour autant, mais qui viennent en disant je sens le vent tourner parce que je suis fournisseur d'une grosse boîte et qu'on en a déjà un petit peu parlé, ils ont évoqué le truc. Il y a un petit moment de stress là. Oui, je pense que comme on venait de le dire avant, c'est vraiment de l'inconnu. Donc oui, c'est souvent du stress. Maintenant, quand on explique un peu, quand on fait prendre conscience justement aux entreprises ces enjeux, on peut vite quand même déboucher sur des actions assez rapides et pratiques à mettre en place. Donc ça peut être des petits quick wins pour commencer. Et ça permet justement de se rassurer aussi, de se dire voilà, ok, ça c'est facile à mettre en place, c'est mon premier élément. Une fois que je l'aurai mis en place, j'aurai déjà peut-être des résultats et ça va m'encourager aussi à continuer vers d'autres pas, d'autres petits pas. Et donc finalement, de cet enjeu, on en tire aussi des bénéfices et ça nous rassure et on peut avancer aussi de cette façon-là. Donc du stress, oui, et aussi, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui doit bouger, mais on peut vite être rassuré en faisant les petits pas et les premières actions qui sont bénéfiques. Oui, parce que je permets de recadrer, on ne parle pas que de lutter, que d'un bilan zéro carbone ou bas carbone. On parle vraiment, pour recadrer, des objectifs de développement durable. Ça concerne la santé, ça concerne l'emploi, ça concerne la faim dans le monde, ça concerne l'eau, l'air, la terre, la pollution, le carbone aussi, le climat aussi, mais pas que. C'est beaucoup plus large que ça. Et effectivement, on est plus dans on l'a évoqué tout à l'heure, dans une réflexion de gouvernance globale, adaptée à un monde qui change. Il n'y a pas que ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, il y a aussi ce qu'il y a sur la terre ferme. C'est vu par certains aussi déjà comme une opportunité ? Ou pas encore? Il y a encore un peu de travail à faire à ce niveau-là. Je pense que ça commence à arriver tout doucement dans les mentalités parce que oui, il y a des choses qui se voient, des avancées qui se constatent aussi et puis finalement des bonnes pratiques qui commencent à être connues. Et puis nous, quand on explique nos exemples aussi, on peut un peu rassurer les entreprises et c'est surtout en voyant que ça marche. On parlait d'échanges entre pairs. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aussi, de les faire échanger entre eux sur comment ils ont mis les choses en place. Et là, on se dit, ah ben oui, ça va, c'est faisable. Donc ça me rassure un peu. Je pense qu'il y a beaucoup encore, on est encore dans cette phase où il y a beaucoup besoin de rassurer, mais il y a moyen de rassurer avec des exemples déjà concrets et existants. Ouais, il y a mieux qu'un entrepreneur pour réassurer un autre entrepreneur, j'imagine. On en discutait en préparant cette émission, l'importance du réseautage. Même s'il n'y a pas de réseau, a priori encore spécialisé ou en tout cas orienté ODD, orienté transition pour les entreprises. C'est plutôt ponctuel dans le cadre de réseaux réseaux globaux. Il existe quelques réseaux comme De Shift, l'ASMALA ou des associations d'entrepreneurs qui ont à peu près la même vision en matière de durabilité. Mais autrement, je pense que cette notion de durabilité, elle arrive dans tous les réseaux, que ce soit dans les clubs d'entreprise, je suppose que le BEP anime sur la province, au niveau des chambres des commerces, dans les réseaux de Act for Wallonia ou autres. Partout, à un moment ou à un autre, les entrepreneurs finissent par discuter des aspects de durabilité. Ça se fait peut-être de manière un peu moins formelle. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un réseau de la durabilité à l'échelle wallonne? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça se fait spontanément. En fait, la durabilité, elle est sous-jacente à toutes les actions que mène une entreprise, que ce soit de l'économique, de l'environnemental, du social, du bien-être au travail. La durabilité est partout. Et donc, tous ces réseaux abordent d'une manière ou d'une autre certains aspects de la durabilité. Responsabilité sociétale des entreprises. Le mot est assez clair, c'est effectivement faire société, évidemment. Vous avez évoqué le prochain chapitre, les solutions, les quick wins. On va en parler de ces quick wins. Mais c'est quoi les premières étapes d'un entrepreneur qui
Pour l'instant, vous disiez, en fait, quasiment tout le monde prend déjà des initiatives, mais ça manque de structure. On a parlé d'ailleurs de structure de ces initiatives, notamment dans le cadre des obligations ESG. Concrètement, quand vous recevez un candidat ou une entreprise qui vient solliciter vos conseils, c'est quoi justement ces premiers conseils-là ? Et la première chose à faire, je pense, c'est vraiment de faire le bilan, le diagnostic, comme on dit chez nous, de ce qui est fait et de l'entreprise de façon globale. Donc ça permet de poser les bases, de faire une photographie de l'entreprise aujourd'hui et de détecter, alors soit elle-même, soit en se faisant accompagner, pour détecter justement des opportunités, des choses à mettre en place. Et on conseille souvent de commencer par les petites choses à mettre en place, comme on disait fameux juste quick wins, avant. effectivement. Tout à fait. Et puis de voir un peu des opportunités à plus long terme ou en tout cas des plus grandes actions à mettre en place, mais qui permettent d'avancer. Alors en fonction de cette photographie, en fonction de ces opportunités détectées, il faut les prioriser tout simplement et voir un petit peu sur quel point travailler, la gestion des déchets, le bâtiment, les fournisseurs, le process de fabrication. Il peut y avoir divers points et la priorité n'est pas la même chez toutes les entreprises, mais en tout cas, commencer comme ça, faire le point et ensuite voir par où on commence en fonction des priorités. Concrètement, Jean-Marie, mon voisin, est menuisier depuis longtemps, puisqu'il a 57 ans. Il s'en sort pas trop mal, mais parfois, c'est saisonnier, il tire parfois un peu le diable par la queue. Et puis, il a 2 employés. Il est très loin de ce genre de choses. Il a un petit atelier de 150 mètres carrés dans le fond du jardin où ici son bois. Jean-Marie vient vous voir parce qu'il fournit à la région Wallonne, notamment, et que la région Wallonne lui dit écoute, maintenant, dans les cahiers des charges, il va falloir montrer patte blanche ou patte verte, plutôt. Comment vous allez travailler concrètement avec mon voisin Jean-Marie ? Oui, on va proposer un diagnostic à Jean-Marie parce que de toute façon, il faut avoir une vision globale de toute la société, même si c'est une plus petite entreprise. Ça veut dire quoi ? On va sur place, on voit un petit peu comment il travaille avec les outils, on lui bâtiment. demande comment il travaille, oui c'est ça, le bâtiment, on lui demande qui sont ses clients, comment il se fournit, comment il travaille, quelle est la relation avec ses employés, comment ça fonctionne entre eux. On analyse un peu aussi ses chiffres, bien sûr, pour voir là où il y a des coûts éventuellement qui sont possibles de réduire. Et ensuite, on fait le tour de son bâtiment aussi pour voir un petit peu s'il y a des possibilités de diminuer l'impact de l'environnement du bâtiment, l'impact sur l'environnement de la part de son bâtiment. Et ensuite, on liste une série de propositions qu'il pourra mettre en œuvre. Et on discute avec lui de voir sur laquelle on va travailler en premier. Et vous structurez aussi forcément ces documents qu'il va pouvoir remettre pour rentrer dans les marchés avec la région Wallonne ou avec un hôpital de la région. Vous structurez aussi ce côté-là pour formaliser, encore une fois, documenter et formaliser. Oui, tout à fait. On l'aide à structurer sa démarche et la façon de présenter les choses. Et donc, oui, dans les documents officiels éventuellement. Même méthodologie de travail au niveau de HAC pour l'accompagnement peut-être des plus grands comptes, diagnostics, propositions, où il y a quand même des spécificités avec des plus grandes entreprises. Alors je reprécise, on n'accompagne pas les grandes entreprises. Elles ont des moyens, des ressources humaines, elles font appel à des bureaux d'études, elles se font très bien accompagner. Mais pour les PME de taille plus ou moins grande, les problématiques sont les mêmes. Je connais 3 mots en néerlandais, c'est meten is weten. Si on ne sait pas où on en est, on ne sait pas progresser, on ne sait pas s'évaluer, on ne sait pas voir les progrès qu'on a effectués. Donc le constat est le même. Moi, j'aimerais apporter juste une petite précision. Il y a souvent une mauvaise perception de la durabilité en entreprise, où on considère que faire de la durabilité, c'est uniquement faire de l'environnement, c'est uniquement trier ses déchets, isoler son bâtiment. C'est pas faux. Il faut juste garder à l'esprit. C'est un axe. C'est un axe de travail, et le développement durable et les ODD, notamment les 17 ODD, permettent d'avoir cette vision d'ensemble et se rendre compte que le bien-être au travail, la bonne gouvernance en entreprise, l'inclusion de personnes en situation de handicap, les aspects liés au salaire, tout ça fait partie des projets ou des actions que l'on peut mener en matière de durabilité. Et bien souvent, les entreprises font déjà quelque chose en matière de développement durable sans le savoir ou sans l'avoir identifié en tant que tel. Et donc c'est très important dans le diagnostic de départ de faire effectivement l'état de ce qui est améliorable, de ce qui existe. Et il y a différents outils qui existent. Il y a des diagnostics bas carbone, il y a des diagnostics environnement, des diagnostics mobilité. Ça reste souvent focus sur l'angle environnemental. Dans les grandes structures, généralement, elles ont
quasi toutes faites des bilans carbone. Nous, on attire juste l'attention sur le fait que le bilan carbone est un morceau du problème. Oui, c'est ça. Ça ne parle que d'émissions de CO2. Alors, c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais juste, on ne peut pas avoir que cette vision tronquée des choses. On a aussi envisagé le côté gestion de l'eau, le côté aspect en matière de perte de biodiversité, tous les aspects qu'on a évoqués de gouvernance, d'intégration dans le paysage, d'innovation. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut travailler. Le sujet, en fait, est tellement vaste qu'on se rend compte que les entreprises ne savent pas par où commencer. Les diagnostics, quels qu'ils soient, permettent d'avoir une situation de départ, de voir les points faibles, les points d'amélioration, mais encore faut-il les faire sur les différents piliers de la durabilité pour avoir une vue d'ensemble et pas avoir une vue un peu bancale des actions qu'on peut mener. D'autant qu'il y a aussi déjà des obligations qui sont liées à ces ODD. Pour le bien-être au travail, il y a une législation sur le bien-être au travail depuis les années 90, si j'ai bonne mémoire, ou 80-90, qui est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui emploient au moins une personne. Le tri des déchets... Il y a le même environnement qui n'est pas très loin. Ben oui, l'obligation de trier les déchets, elle est existante depuis déjà quelques années et depuis l'année passée avec une obligation de trier les déchets recyclables, enfin les déchets ménagers. Donc c'est quelque part des obligations qui rentrent en fait sans vraiment le savoir dans des démarches. C'est pour ça qu'elles font généralement déjà quelque chose sans le savoir, instinctivement ou de manière obligatoire. Elles le font et c'est parfois des... Alors, quand c'est de la réglementation, c'est de la réglementation, mais parfois c'est des bonnes pratiques d'accueil de stagiaires ou de collaboration avec des entreprises de travail adapté. Toutes ces choses-là font partie d'un projet de durabilité et peuvent être intégrées tout à fait dans une démarche globale. Oui, quand on fait emballer des produits dans un atelier protégé, c'est aussi quelque part une démarche qui rentre dans le cadre d'un ODD. Vous parliez effectivement qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, d'entreprises qui pensent, quand on pense développement ou transition, développement durable, etc., qui pensent directement environnement, carbone, isolation, émissions de CO2. Est-ce qu'il n'y a pas derrière, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière un réflexe un peu de greenwashing en se disant, regardez combien notre bilan carbone il est de haut temps, regardez, on a investi dans nos bâtiments, regardez, est-ce que ce n'est pas un peu le biais par lequel on rentre dans les ODD, mais dans lequel on va rester, parce que quelque part au niveau marketing, ça peut avoir un retour? En tout cas, les ODD, pour ceux qui connaissent, les 17 ODD, c'est 17 pictogrammes, 17 cibles. C'est très fun parce que c'est coloré. C'est on peut peut-être les citer parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Je les connais pas tous les 17. Alors, je les ai sous les yeux. Moi non plus, je vous avoue. Pas de pauvreté, faim zéro, faim FAIM forcément, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, inégalité réduite, ville et communauté durable, consommation et production durable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces. Et le dernier, c'est partenariat pour la réalisation des objectifs. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Et s'ils sont utilisés correctement, c'est une formidable grille de lecture qui vous amène sur toutes les facettes de la durabilité. L'exercice qu'il faut faire avec ces ODD, c'est effectivement de se dire qu'est-ce qu'on fait déjà. Donc on trie nos déchets. Donc on peut considérer qu'en matière on peut utiliser un des petits pictogrammes sympas à mettre sur son site internet, mais il ne faut pas faire que ça. Faire ça uniquement en se posant des questions. Qu'est-ce que je fais? Je mets les pictogrammes, je mets sur mon site et je fais de la durabilité. C'est prendre le problème de manière erronée. Il faut justement se questionner sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Vous avez cité fin zéro. Qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise en matière de fin zéro? Oui, et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce qu'on n'est pas non plus, il n'y a pas d'obligation d'aller vers les 17 ODD. Donc il y a des choses sur lesquelles, pauvreté dans le monde, ça va peut-être être un peu plus compliqué pour certaines entreprises de se dire quelle démarche je peux avoir là-dedans. Effectivement, c'est ce qu'expliquait Laura tout à l'heure. Il faut aussi pouvoir relativiser ensuite quels sont les enjeux importants pour moi dans mon entreprise et quels sont ceux qui sont un peu plus accessoires, sur lesquels je vais mettre un peu moins d'accent. Fin zéro, ça pourrait être aussi le soutien des actions caritatives ici en Wallonie. Donc c'est participation à des collectes de denrées pour les Restos du Cœur ou je ne sais pas qui. Ça peut être aussi ce genre de volet. Et donc l'intérêt de ces ODD, c'est justement d'amener l'entreprise à se questionner sur des choses qu'elle n'aurait pas fait spontanément, en se disant, tiens, je me questionne là-dessus, oui, c'est un enjeu pour moi, ou c'est important dans ma vie d'entreprise, dans ma culture d'entreprise, dans mon vécu de chef d'entreprise, ça me parle. Accueil de personnes en situation de handicap, je suis concerné, tiens, ça me touche particulièrement, tiens, j'ai envie de faire une action et je peux agir là-dedans. Donc ça offre
ça offre un panel d'actions plus large que juste dire je trie mes déchets, j'isole et je viens en vélo en entreprise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut les utiliser correctement, pas juste les placarder n'importe comment, mais les utiliser comme un outil de questionnement, une grille de lecture, une envie d'avancer en se disant qu'est-ce qu'on met en place comme action rapide à plus long terme. Laura Moretti, ce piège, parce que c'est un piège de greenwashing, vous le rencontrez aussi, vous devez parfois dire attention, stop, il n'y a pas que ça, et l'objectif premier, c'est pas de mettre en head page, en haut de la page de votre site internet ou sur Facebook, 15 photos en disant youpla boum, on a mis des super isolants, quoi. Non, mais je dirais qu'on n'est pas trop confronté à des entreprises qui veulent se vanter dans ce sens-là. Au contraire, on doit plutôt les pousser à communiquer sur les actions qu'elles mettent en place. Comme on le disait tout à l'heure, parfois... Donc, tu ne vois pas ça comme une opportunité, quelque part, de communication positive, globale de l'entreprise? Pas directement, je dirais. Mais bon, il y en a, il y a toujours évidemment des exceptions. Mais je pense que quand ça vient quand ça vient de leurs valeurs, que ça vient de leur questionnement propre, comme Olivier vient de le dire, c'est plutôt du bon sens et inné chez elles, et donc elles ne pensent pas à communiquer dessus. Donc on n'est pas trop confronté à ça. Après, nous, on encourage à dire aux entreprises, on les encourage à communiquer, à expliquer, et comme on disait, l'échange entre pairs aussi, vraiment à communiquer à d'autres entreprises. Et ça permet de faire un effet boule de neige aussi, de communiquer sur ces aspects, pour que d'autres se disent, tiens, oui, c'est vrai que peut-être que nous, on le fait aussi, on n'en a jamais parlé, on va en parler aussi, et ça, c'est intéressant. Donc on est plutôt, je dirais, dans la situation inverse, où on les pousse à dire, vous avez mis ça en place, parlez-en, ça vous fera... Si je peux rebondir, j'abonde dans le sens de Laura aussi, où c'est parfois difficile d'avoir des entreprises wallonnes, je prends de manière générale, on n'est pas actif que sur la province, qui acceptent de témoigner. Elles sont parfois très frileuses, très réticentes, parce que culturellement, c'est pas... On décide que c'est de la popote interne? Non, parce qu'elles se disent, ok, c'est pas grand-chose, je fais quelque chose, oui, c'est bien, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de communiquer, de faire un article de presse, de faire une capsule vidéo? Elles sont parfois frileuses, c'est culturellement wallon. Vous allez au nord du pays, vous allez de l'autre côté de la frontière, côté français, ils sont tout à l'inverse, ils voient ça comme un outil de communication formidable. Et je dis toujours, ils sont capables de faire un colloque de 3 jours sur une petite action où chez nous, une entreprise ne ferait même pas une capsule vidéo d'1 minute. Mais ça, c'est culturel, c'est leur manière d'aborder les choses. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment de sortir les entreprises de leur mur en leur disant, c'est important pour vous d'expliquer ce que vous faites, pour vous et pour les autres, pour aider d'autres et pour montrer aussi à vos clients, à vos riverains, à vos sous-traitants, à qui vous voulez, que vous vous êtes engagé dans la démarche. Après, le problème des entreprises, c'est qu'elles sont parfois fustigées en disant tu communiques en disant ça, mais tu n'en fais pas assez. Oui, on revient un peu sur ce côté parfois suspicion de greenwashing. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, d'abord mettre les choses en place, être sûr que ça fonctionne, les évaluer et puis communiquer dessus alors à ce moment-là. On parle beaucoup de culture d'entreprise. Je vous ai entendu citer le terme tout à l'heure de la culture du patron, mais l'entreprise, c'est pas que le patron, c'est aussi les travailleurs, les salariés, les ouvriers qui travaillent pour l'entreprise. Est-ce que c'est pas finalement la première étape, c'est de savoir mais qu'est-ce que vous qui portez le projet avec le patron forcément, mais vous le portez aussi en interne et ou en externe. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est aussi des questions que vous rencontrez aussi, vous, les salariés des entreprises? Oui, j'ai presque envie de dire que notre accompagnement a évolué aussi en fonction de ces éléments-là. On travaille beaucoup plus avec les équipes et plus uniquement avec le chef d'entreprise. Alors, c'est vraiment toujours lui notre point de contact décisionnel de toute façon. C'est lui qui va payer les investissements. Voilà, c'est ça. Mais de plus en plus, ils sont demandeurs que leur équipe adhère au projet. Et donc, pour cela, c'est les impliquer dès le début des échanges et dès l'initiative. Donc, oui, c'est important de communiquer avec tout ce personnel qui va aussi enrichir les idées et qui est lui-même sur le terrain pour pouvoir apporter directement l'expertise aussi finalement et qui va aussi enrichir le projet. On a parfois fait des groupes de travail au sein des entreprises
moi personnellement j'ai fait sur le tri des déchets, l'amélioration du tri des déchets. Les solutions venaient vraiment du personnel qui expliquait, en fait dans la pratique on agit comme ça, donc ça serait bien que cette poubelle de tri, je donne un exemple, se trouve là parce que quand on revient de chantier, on trie nos déchets comme ça, et là voilà, et ça a amélioré la situation, ça a permis de mieux trier, et en fait tout le monde est content et le patron aussi. Donc, oui, et ça répond aussi à un autre objectif de développement durable, qui est le bien-être et la participation des salariés. Enfin, je veux dire, c'est une démarche aussi co-constructive, de co-construction. Donc, quelque part, voilà, ça répond aussi à d'autres questions. Oui. Comment c'est pris par le personnel, justement, quand vous le rencontrez et que vous dites, voilà, l'entreprise a décidé de rentrer dans un tractus de développement durable, mais c'est avec vous qu'on va le faire. Comment ils réagissent? Je dirais positivement. Ils sont contents, entre guillemets, qu'on leur demande leur avis et qu'ils puissent donner aussi leurs mots pour améliorer la situation. Ils vont adhérer beaucoup plus au projet et ça sera plus une victoire également pour toute l'entreprise. Donc ça reste quelque chose de positif, je pense. Je peux compléter quelques éléments. Oui, bien sûr, j'allais vous lancer. Oui, effectivement, vous parliez tout à l'heure du chef d'entreprise, de sa culture, de sa volonté, mais seul dans son bureau, éventuellement aidé par un accompagnement, un consultant, il ne fera rien. Ce sont les travailleurs, ce sont ses collaborateurs qui vont l'aider aussi à aller vers un projet qui a du sens et qui fait bouger toute l'entreprise. Ça ne doit pas être perçu comme une imposition par les travailleurs. Laura l'a bien dit, ils doivent être impliqués dans la démarche. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas. Et ils doivent être impliqués dans la démarche le plus tôt possible, j'ai envie de dire, en amont, et pas une fois que le projet est construit, on dit, tiens, voilà, vous allez appliquer ça. Et on constate aussi les retours qu'on a d'entreprise, c'est que ces projets en lien avec la durabilité peuvent servir de moyen de projets d'entreprise, de projets porteurs de sens, un peu de mobiliser les troupes ou de donner un deuxième souffle. Ça recimente quelque part les équipes. Oui, ça peut avoir cette vocation-là de trouver une cible commune, en tout cas un cap commun pour aller vers plus de durabilité. Alors évidemment, c'est pas les travailleurs qui vont isoler le bâtiment, qui vont agir sur des choses un peu de gouvernance, mais par contre, à leur niveau, comme l'a dit Laura, ils sont très souvent porteurs d'excellentes solutions sur les gestes du quotidien, sur les dérives du quotidien que l'on peut corriger par des gestes plus ou moins rapides, quick wins ou sans plus longue échéance. Ouais. C'est vraiment un élément essentiel. La base de tout projet de durabilité, c'est non seulement le soutien de la direction, mais c'est l'implication de tous, parce que le directeur seul n'y arrivera pas. Ça, c'est pas possible. Oui, on a, nous ici, chez Bouquet d'ailleurs, puisqu'on parle de communication, on entend communiquer aussi, mais on a aussi commencé cette démarche ODD avec un groupe de travail qui rassemblait des personnes d'un peu tous les départements, justement, l'intérêt de pouvoir voir les réalités de chacun et de chacune également. Un groupe de travail qui a travaillé aussi indépendamment de la direction, avec la possibilité de faire monter des idées. Donc oui, c'est vrai que c'est une chose qui fonctionne plutôt bien, et comme vous le disiez, qui a tendance à, en tout cas au sein de ce groupe, à rassembler des gens autour d'un objectif commun et un objectif qui fait sens. On retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et si je peux me permettre, aussi un objectif d'entreprise au sens large, parce que si quelqu'un s'en va, change de boulot, arrive à la pension ou il se passe autre chose, le projet n'est pas mis à mal par le fait qu'il était porté par une seule personne. Il était porté par plusieurs. Ça assure sa pérennité dans le temps, en tout cas. Alors, on parle d'accompagnement, d'isolation, éventuellement, d'investissement. Les investissements, c'est bien, mais ça coûte de l'argent, forcément. Et puis, au-delà de ça, il y a parfois des investissements à faire aussi sur l'outil de travail, sur l'outil de production, qui lui rapporte quand même de quoi payer les salaires et faire vivre l'entreprise. Est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui, régionales, fédérales, européennes? Est-ce qu'il y a une série d'aides, que ce soit en accompagnement, en consultant, ce genre de choses, ou pratico-pratique en termes d'investissement durable? Mais oui, il y a toute une série d'aides à tous les niveaux, comme vous venez de le citer, donc européen, régional. D'abord, pour tout ce qui est accompagnement, comme les services que nous proposons, on est financé par le FEDER. Donc c'est un service qui est offert aux entreprises de la province, ou qui est payant, le service du... Donc c'est pris en charge par le FEDER. Majoritairement par le FEDER. Donc l'entreprise doit payer 10% du montant global, et encore ça dépend de la situation de l'entreprise. Et donc ça, c'est déjà la partie analyse, diagnostic. Donc ça permet déjà de faire un état des lieux pour voir un petit peu vers quoi s'orienter et détecter déjà des opportunités. Ensuite, il y a des systèmes de chèques entreprise, qui permettent aussi d'analyser la faisabilité d'un projet. Donc on a une idée, on sait vers quoi on veut s'orienter. Il faudrait pouvoir analyser la faisabilité pour voir si
on valide ou pas le fait de se lancer dans ce projet-là. Donc ça, les chèques entreprises peuvent aussi C'est de la consultance couvrir. aussi. C'est de la consultance, analyse aussi de projets. Et puis, il y a toutes les aides financières sous forme de prêts. Donc les aides green, comme on dit, qui permettent de financer des investissements ou différents projets. Voilà, donc ça existe tout à fait. Il y a aussi tout ce qui est déduction fiscale, des investissements qui permettent des économies. Sachant qu'il faut les débourser avant, évidemment. Voilà, bien sûr, mais bon, c'est des petits leviers qui permettent quand même de se dire que voilà, il y a de quoi aider en tout cas. Même question, le service est au niveau de Acte par rapport à vraiment ce service d'accompagnement est payant, pas payant, ça se passe comment? Alors nos cellules sont financées par les pouvoirs publics, donc nos services sont gratuits, s'adressent à toute entreprise, qu'elle soit membre de Act for Wallonia ou pas du tout. Alors nous, on fait pas forcément de l'accompagnement dans la durée, on fait plus du diagnostic de départ, ou en tout cas en matière de durabilité. Une entreprise qui ne sait pas par où commencer peut toujours venir chez nous, on va l'aiguiller vers les outils les plus pertinents, parce qu'autrement, une entreprise qui cherche sur Internet, elle trouve tout et n'importe quoi. C'est ce que j'allais vous dire, on trouve effectivement... Et donc, dans tout et n'importe quoi, il y a du très bon, du moins bon, mais il y a surtout des outils qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Il y a des outils très pointus, très détaillés, et envoyer un novice utiliser, tester un outil, fût-il gratuit, sur Internet et très performant, trop complexe, c'est l'effet contraire. C'est effrayant, on se dit « il y a tout ça à faire, c'est compliqué, j'ai pas le temps ». On ferme la page web et on s'en va et on n'a rien fait. Et ce n'est pas le but du jeu. Donc, notre rôle, c'est aussi pouvoir aiguiller l'entrepreneur en fonction de sa maturité en durabilité vers les outils les plus pertinents. Et pour compléter ce que Laura disait, parfois aussi de manière ponctuelle au niveau régional, il y a des appels à projets ou des aides d'accompagnement en matière de durabilité. Il y en a un petit peu moins ces derniers temps. Ça fonctionne par appel à projet, par série. Et donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien d'ouvert, mais en tout cas, il y a moyen toujours de se documenter au niveau régional des accompagnements, comme Bouquet l'a eu pour initier des démarches, pour initier l'impulsion. Et animer effectivement, structurer et animer le... Et ça c'est toujours très intéressant. C'est ce qui manque en entreprise, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Par où commencer, comment on se lance, qu'est-ce qu'on fait. Ces petits projets, petits, pas dans le sens négatif, petits projets ponctuels, peuvent justement mettre le pied à l'étrier et lancer une dynamique en entreprise qui ensuite peut s'approprier ce qu'elle a mis en œuvre et alors y consacrer du temps parce qu'il y voit l'intérêt. Je reviens à votre question de départ, parce qu'elle y voit l'intérêt, elle voit la plus-value qu'elle peut avoir à se lancer dans des démarches de durabilité où ça ne se chiffre pas comme en énergie en disant temps de retour simple sur investissement. Quand on investit dans le personnel, quand on investit dans le bien-être au travail, le temps de retour sur investissement, c'est pas des euros, c'est du... Et ça, c'est parfois compliqué pour certains patrons à comprendre, parce que le business est plus tendu, parce que la culture d'entreprise et c'est là, c'est parfois plus compliqué de se dire, mais j'ai pas le temps, parce que je suis overbooké, mon personnel n'a pas le temps, je ne veux pas leur donner ce temps-là parce que c'est du temps perdu en termes de production. C'est parfois compliqué. Et peut-être aussi derrière ça, j'ai peur, ou je crains de rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie de perdre la main sur mon équipe ou la main sur mon projet d'entreprise à moi. Parfois compliqué, j'imagine, à convaincre aussi. Ou globalement, ça se passe bien. Convaincre, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils sont tous convaincus qu'il faut faire quelque chose. Après, c'est une question de priorité, de manque de temps, de manque de ressources. Passer à l'action, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur, il faut sauter, il faut se lancer à l'eau. Et puis, comme je l'ai déjà dit, il y a déjà des actions qui sont faites, qui nécessitent d'être amplifiées. Et il y a parfois des choses qui ne sont pas faites, qui sont évidentes et qui peuvent avoir des temps de retour sur investissement rapides, ou en tout cas qui peuvent contribuer à l'image de l'entreprise, pas que le retour sur investissement financier, mais le retour sur l'image, sur le rayonnement de l'entreprise et le fait qu'elle soit moteur et pas acteur du changement. Pas toujours toujours facile à voir quand on a le nez dans le guidon et qu'on est à la tête de son business depuis 45 ans, j'imagine. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut avoir soit un regard extérieur, soit un moment de prise de recul pour aussi pouvoir anticiper des retombées positives, autres que financières, mais qui vont, par effet boule de neige, quand même impliquer des retombées financières derrière. Impliquer une augmentation de productivité. Voilà, c'est ça. De bien-être au travail. Parce que la productivité, oui, c'est ça. Ça peut être lié, en tout cas, donc le message aussi, clairement, n'ayez pas peur, tout simplement, si vous êtes entrepreneur, à tout le moins de déjà contacter, que ce soit le BEP, que ce soit Acte, que ce soit d'autres organismes, il y en a, au moins déjà les contacter et au moins déjà avoir une première discussion. Voilà, ça ne coûte pas grand-chose, si ce n'est 2 heures de votre temps. Un peu de temps, mais
c'est généralement profitable. Puis, je pense qu'un entrepreneur n'a pas peur de se lancer. Vu qu'il a lancé son activité, il a osé. Il faut juste oser intégrer la durabilité dans son business. Et c'est pas quelque chose en plus. Je pense que c'est faire le business comme il le fait, mais peut-être un peu différemment, de manière peut-être plus moderne que ce qui était fait par le passé, pour ne pas rester sur ses acquis, mais évoluer avec la société qui a d'autres attentes. Société au sens très large, pas que les travailleurs, mais d'une manière très globale. Qui a des attentes et qui a des aspirations différentes peut-être maintenant. On est quasiment déjà en train de conclure l'entreprise, mais je vais quand même revenir sur le financement. On va parler des aides qui étaient disponibles à l'accompagnement ou des aides à l'investissement aussi. Quid du secteur privé, donc plutôt du secteur bancaire, qui a aussi dû s'adapter dans le cadre du Green Deal européen, qui a aussi des réglementations en termes d'investissement. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui en fait d'investir dans le durable que d'investir dans une voiture ou un outil de production ou un bâtiment? Mais plus facile, je ne sais pas, mais en tout cas, le secteur privé est tout à fait attentif, en effet, comme vous l'avez dit, à ces aspects-là. Donc, dans tous les cas, si on suit la tendance et le mouvement, ça sera que positif aussi de montrer certaines avancées au niveau durable aussi dans ces organismes financiers. Qui ont, eux aussi, forcément, des obligations et des objectifs ODD. Donc, consentir à davantage de financement de projets ODD pour une banque, j'imagine que ça rentre aussi dans son bilan global positif, notamment en termes de RSE. Oui, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut faire changer l'entreprise, la faire se lancer dans la durabilité? Effectivement, le côté réglementaire, le côté prise de conscience du chef d'entreprise ou un facteur déclencheur, ça peut être aussi les banquiers, parce que les différentes banques, les institutions financières sont soumises à une directive européenne également, qui vise à les inciter... La fameuse FDR, c'est ça Non, c'est la taxonomie européenne, la SFDR. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est, mais vous m'excuserez pour ça. Mais la taxonomie va inciter les organismes financiers à favoriser le financement dans des structures qui prennent en compte la durabilité. Concrètement, ça veut dire à choisir entre deux entreprises équivalentes qui ont le même business, une a intégré des aspects de durabilité, l'autre pas. Celle qui a intégré les aspects de durabilité devrait normalement avoir plus de facilité d'avoir des prêts bancaires et être mieux accueillis auprès des institutions financières, avec peut-être des taux préférentiels. C'est déjà une réalité, ça, aujourd'hui ? Ça commence à l'être. Après, moi, je ne suis pas financier, je ne sais pas un argument qu'on utilise trop au niveau du public que l'on croise, mais en tout cas, il y a une réflexion au niveau des institutions bancaires, et ça peut être aussi un bras de levier quand des entreprises vont demander des investissements, des aides à l'investissement pour mettre en place des nouveaux process ou agrandir leur activité. Ça pourrait être pris en compte par une banque qu'elles choisiront. On sent qu'on est en plein déploiement de ces objectifs développement durable, de cette transition vers la plus grande durabilité de l'entreprise. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parlait pas forcément beaucoup, voire même pas du tout, il y a encore... Allez, je veux dire 5 ans. Et en 5 ans, ça a quand même, on sent qu'il y a une plus grande activité autour de ça. On n'est pas encore au pic, j'imagine, avec le recul que vous avez par rapport au secteur, où on commence à... La deuxième est passée et on sent que les dossiers commencent à s'accumuler. Je pense qu'on n'est pas encore au pic, en effet, qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui doivent encore avancer dans ces domaines-là. Par contre, la prise de conscience commence vraiment à être réelle. Ça, vous le ressentez, même hors entreprise que vous suivez, dans le cadre notamment de rencontres, networking et autres, ça, vous le sentez, ça, oui? Oui, c'est ça. Et elles sont aussi demandeuses. Et elles nous demandent d'ailleurs de rencontrer d'autres entreprises pour justement aborder ces thématiques-là. Je pense que les sujets sont un peu en train de changer par rapport aux intérêts des entreprises. On organise beaucoup des moments de rencontre entre entreprises voisines sur les parcs d'activité économique, par exemple, pour échanger sur ces sujets-là. Et il y a beaucoup d'idées qui fusent lorsqu'on les fait un peu travailler ensemble pour voir sur quel projet on pourrait travailler ensemble, sur quelle idée on pourrait essayer de creuser des choses. Donc on sent quand même que les idées sont là. Et après, voilà, il faut avancer au niveau des projets concrets. Et lever les freins aussi, lever les freins, oui. Les uns après les autres, même constat, on n'est pas encore au pic, mais on sent que là, la machine la machine un peu lourd et un peu dur, mais on sent que le mouvement est lancé. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. On n'est pas encore au pic, je pense. Il y a beaucoup de questionnements sur quoi faire, comment s'y prendre. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Mais c'est lié aux premières questions que vous posez au début de l'entrevue, c'est l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique,
les pics de chaleur, les pénuries d'eau. On est plutôt sur le tous côté ces questionnements climatique, sont là en se disant tiens, mais il se passe quelque chose et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et puis il y a aussi un changement de génération. Les chefs d'entreprise ont parfois des enfants qui sont conscientisés, qui les challenge, qui leur posent des questions en disant mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise, dans ta menuiserie que tu as depuis 35 ans? Qu'est-ce que tu fais pour l'environnement? Ou qu'est-ce que tu fais pour la durabilité de manière générale? Donc il y a tout un questionnement qui arrive à ce niveau-là. Oui. Oui, et puis voilà, peut-être aussi changer d'un modèle de gestion de projet, où on essaie parfois de fixer tout jusqu'à la fin du projet de manière linéaire dans des environnements qui sont de plus en plus changeants, forcément, et peut-être aussi changer de logiciel et d'aller vers des projets un peu plus flexibles ou des gestions de projets un peu plus flexibles et qui intègrent aussi ces fameux changements qui sont plus réguliers. Et ça fait partie de la durabilité, la gestion de projet. On en revient à la gouvernance d'entreprise, la co-construction. On est beaucoup dans des structures peut-être moins pyramidales, comme on a connu dans les années 80, avec une grosse ligne hiérarchique. On est dans des structures plus agiles qui doivent mieux répondre aux changements ultra rapides, même pas rapides, c'est ultra rapide. Oui, c'est très volatile en fait, d'un jour à l'autre. Il faut s'adapter. S'adapter, oui, c'est vraiment le mot-clé. Les environnements VUCA, les fameux environnements VUCA, volatilité, incertitude, etc. On va aller tout doucement vers la conclusion. J'avais noté, convaincre et se convaincre. Probablement, la première chose, convaincre et se convaincre. Déterminer des points d'action, effectivement aussi un état des lieux de la situation, ne pas certainement pas avoir peur de tendre la main, en tout cas de demander des aides et de l'accompagnement. C'est aussi quelque chose de central. D'autres points clés d'attention dans cette conclusion? Non, je pense que l'élément essentiel, vous l'avez dit. D'ailleurs, l'ODD numéro 17, c'est un des seuls que je connais par cœur, sans avoir mon petit copiant. L'ODD 17, c'est vraiment les partenariats. Et les partenariats, c'est au centre de tout en matière de durabilité. C'est vraiment la clé de voûte, partenariat avec les travailleurs, entre chefs d'entreprise, avec les institutions publiques. On ne l'a pas évoqué, mais les ODD sont aussi pris en considération par les communes, par la région, pour développer leur propre stratégie. Ce n'est pas une stratégie d'entreprise, mais c'est leur stratégie communale ou stratégie régionale. Et donc, ça reste des acteurs économiques aussi. Et ça reste un langage commun. Et voir que dans d'autres secteurs, même secteur hospitalier, dans les écoles aussi, s'intéressent à cette problématique. Tout le monde est un peu dans la même mouvance. Et il ne faut pas avoir peur de se renseigner, de s'informer et de se lancer. J'ai envie de dire, c'est ça le mot d'ordre. Ça va être le dernier. Même chose, même question au niveau de la conclusion. C'est ça, non. Se lancer, réfléchir avec du bon sens finalement. Et en effet, s'ouvrir aussi aux autres pour voir aussi ce qu'on peut échanger avec d'autres. Comme on dit, le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Ça marche aussi très très fort dans les entreprises. C'est peut-être ça qui est le plus difficile parce que culturellement, une entreprise se gère plutôt historiquement de manière individuelle, chacun chez soi. Et là, dans les aspects de durabilité, on leur dit mais tu vas collaborer avec ton voisin, tu vas collaborer avec ta chaîne de valeur, tu vas partager des infos avec. C'est une autre manière de fonctionner. Donc ça prend aussi un certain temps à être mis en œuvre. Du temps, je ne sais pas si on en a encore beaucoup, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter. Le temps du changement. Et agir. Agir, parce que là, effectivement, il faut agir. Et même le déplacement, parfois, d'une poubelle de tri de 100 mètres dans un entrepôt peut parfois tout changer, à la fois pour le bien-être des personnes qui l'utilisent et pour la facilité d'utilisation. Merci beaucoup, Olivier Calpin, de nous avoir accompagnés. Merci aussi à Laura Moretti du BEP. Peut-être rappeler les deux sites internet. BEP, c'est bep.be, je pense, c'est ça, et ACT. Alors nous, c'est acte.be, mais autrement, vous allez sur environnement-entreprise.be et vous trouvez plus les infos en lien avec la thématique du jour. Parfait. Mais voilà, j'espère qu'on aura peut-être réussi à en convaincre certains d'entre vous de se lancer, d'agir tout simplement, et voilà, d'être bienveillant et rassuré sur ces ODD, sur le développement durable des entreprises. Rendez-vous le 4e jeudi du mois de mai pour un prochain épisode du Business Lunch. Je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente fin de journée en fonction du moment où vous regarderez cette émission. À très bientôt.